Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre dans le cadre de ce webinaire pour les collectivités sur les enjeux énergie-climat dans nos territoires. Donc, vous êtes nombreux à nous avoir rejoints. Je vais juste vous donner un petit peu le déroulé de ce webinaire. Nous allons dans un premier temps parler de l'accompagnement des PCAET, des actions que l'on peut proposer sur les plans climat, air, énergie sur vos territoires. Ensuite, on a choisi de faire un zoom sur le photovoltaïque parce que c'est une question d'actualité où il y a toujours du nouveau. Ensuite, on fera un zoom assez rapide aussi sur la méthanisation et les synergies territoriales qu'on peut trouver sur la méthanisation. Et un dernier sujet d'actualité aussi qui est sur le stockage du carbone et les nouveaux dispositifs en cours sur cette partie carbone. Voilà, et on finira avec quelques propositions pour vous accompagner sur vos territoires. Voilà, je ne sais pas si Loïc nous a rejoint. Donc, merci de nous rejoindre, merci d'avoir prêté attention à ce webinaire sur ce sujet. Donc, juste, je rappellerai que le réseau des chambres d'agriculture est géré par des agricultrices et des agriculteurs. Les chambres d'agriculture ont donc une fonction de représentation des intérêts de l'agriculture auprès des pouvoirs publics et des collectivités territoriales. L'une de ses missions, et sa principale mission, je dirais, c'est d'accompagner l'agriculture et ses agriculteurs dans les territoires, un accompagnement sur la durée, bien entendu, qui veut approcher le renouvellement des générations, la capacité de l'agriculture et des agriculteurs à prendre sa place ou leur place dans les territoires, l'appréhension de différentes techniques, l'appréhension aussi, et on le vit particulièrement depuis quelques années, des changements et des changements climatiques, mais aussi des changements sociétaux. Aujourd'hui, nous voudrions aborder avec vous plus précisément l'un de ces aspects, qui sera de toute façon toujours en lien avec les autres. Voilà. Et donc, comment, avec vous, élus du territoire et des territoires, l'agriculture peut prendre en main ce changement climatique. De notre côté, c'est un sujet que nous avons pris en main et abordé et regardé de près depuis plusieurs mandats, un sujet qui fait partie de notre projet stratégique. En effet, ce changement climatique ou ce réchauffement, selon, constitue l'une des évolutions majeures qui impacte beaucoup et qui va impacter beaucoup les productions agricoles. De votre côté, et nous y avons participé, vous avez pour la plupart les sujets sont vastes et compliqués. L'agriculture est attendue comme étant une source de solution tout en devant assumer son rôle nourricier. Voilà en quelques mots le pourquoi de ce webinaire ce matin. Euh, on réfléchit, on a des équipes qui sont présentes avec moi ce matin pour justement vous présenter, aborder avec vous un certain nombre de ces sujets qui pourront demain faire en sorte que l'agriculture soit toujours présente dans son rôle nourricier forcément, puisque c'est la première de ses missions, mais bien entendu sur d'autres missions sur lesquelles elle est attendue. Donc voilà Laurence, les quelques mots que je pouvais Voilà, merci beaucoup Loïc. On a entendu avec quelques petites coupures, on en est désolé. Donc pour commencer ce webinaire, on va attaquer sur le premier sujet, qui est le sujet en fait de l'accompagnement des PCAET. Donc toutes les collectivités sont engagées maintenant dans des plans climat, air, énergie territoriaux. Alors quelques outils pour vous accompagner sur ces démarches-là. Alors déjà, nous, dans les chambres d'agriculture, en fait, nous suivons le bilan carbone de l'agriculture de toute la région. C'est une démarche qui se fait à l'aide de l'outil Climagri. Donc Climagri, c'est un outil de bilan carbone pour l'agriculture, pour les territoires. Il peut être décliné à différentes échelles du territoire. Mais on trouvait intéressant de vous montrer quelques chiffres. Nous suivons depuis 2006 en fait ce bilan-là. On a fait plusieurs bilans d'étapes, 2006, 2012, 2016. Et ce qu'on constate en fait, c'est qu'on est plutôt sur une stabilisation des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, malgré sur cet intervalle de temps une augmentation de la production laitière et une légère augmentation des effectifs. Donc vous voyez des gaz à effet de serre directs et indirects. Et là où on a la meilleure progression, c'est-à-dire à la baisse, en fait, c'est sur les émissions de gaz à effet de serre indirectes.
donc qui ne sont pas directement émis sur l'exploitation agricole, mais qui dépendent de tous les achats de l'exploitation agricole, tous les intrants, tels que les aliments pour les animaux, les engrais, voilà. Et en fait, cette partie-là a tendance à diminuer. Et si on regarde de plus près, c'est sur l'alimentation animale principalement qu'on a cette diminution de presque 17%. Donc voilà, ça c'était un petit aperçu sur le bilan gaz à effet de serre de l'agriculture bretonne. Ensuite, quelques précisions. Quand on parle plan climat, air, énergie et agriculture sur les territoires, on ouvre quelle porte? De quoi parle-t-on? Alors, on parle de plusieurs sujets. On va d'abord parler de tout ce qui est sobriété énergétique à la ferme, avec le volet économie d'énergie à la ferme. Ensuite, on a le volet sur le développement des énergies renouvelables. Donc, l'agriculture a plusieurs possibilités sur le développement des énergies renouvelables. Ça concerne le bois, la méthanisation et le solaire. On va y revenir tout à l'heure. Mais elle a la possibilité de développer ces énergies-là, soit pour ses propres besoins, c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation, ou pour l'autoconsommation avec vente du surplus de production, ou complètement pour la vente d'énergie à un tiers. Voilà. Le troisième champ de thématique qu'on peut aborder dans un plan climat, ça va être la réduction des émissions de gaz à effet de serre à la ferme, avec l'implication des agriculteurs dans des parcours bas carbone pour évoluer étape après étape vers une agriculture moins émettrice de gaz à effet de serre et stockant plus le carbone. Le quatrième volet, justement, c'est le stockage de carbone. Dans le domaine agricole, en fait, le carbone stocké se trouve dans les sols cultivés. Donc ça dépend des pratiques culturales. Ça va se trouver aussi dans les prairies permanentes ou les prairies temporaires. Et aussi dans le bocage, tous les linéaires bocagers sont stockants au niveau carbone. Et puis aussi dans des choix de construction qui peuvent être des choix de construction en bois. Voilà. Et le dernier point, qui n'est pas le moindre, c'est le point sur l'adaptation au changement climatique. Effectivement, l'agriculture est en première ligne par rapport aux impacts du changement climatique, à la multiplication des aléas. Et c'est un sujet important aussi dans le cadre de ces plans climat qu'on oublie parfois un peu, mais qui se fait rappeler à nous régulièrement. Donc ces sujets, on peut les rassembler dans deux grands volets. En fait, ce sont les deux bulles là, que vous avez sur la droite de votre écran. Donc un grand volet atténuation du changement climatique et un autre volet qui est le volet adaptation du changement climatique. Alors pour savoir ce qu'on peut faire sur l'ensemble de ces volets-là, nous avons créé une boîte à outils qui existe déjà depuis plusieurs années, qui est sur notre site internet. Vous avez le lien à l'écran. Et cette boîte à outils, en fait, c'est une mine d'informations pour avoir des références, des idées d'action, avoir des témoignages d'agriculteurs sur plus de 38 propositions d'action pour les plans climat. Donc cette année, nous allons remettre à jour cette boîte à outils et proposer des actions nouvelles, notamment sur l'adaptation au changement climatique, et puis, mais aussi mettre à jour les références. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur cette boîte à outils, elle donne des idées, elle permet de comprendre les mécanismes en question, et elle est dotée d'un certain nombre de fiches pédagogiques qui peuvent être utiles aussi pour communiquer. Voilà, donc dernier point sur notre accompagnement des plans climat. Donc vraiment, l'idée, c'est d'accompagner sur le territoire les processus de changement en cours pour réussir la transition énergie-climat. Donc on le fait de plusieurs façons. On a, avec un certain nombre de collectivités, déjà animé des ateliers pédagogiques pour faire émerger les thématiques des plans climat. Donc c'est une démarche qui se fait en co-construction entre des élus locaux et des agriculteurs, avec plusieurs ateliers. C'est une démarche assez motivante qui donne des bons résultats pour établir un plan climat qui correspond à la sensibilité locale. On travaille aussi sur la mobilisation des agriculteurs. Donc, ma collègue Clara Vianney va détailler ça tout de suite. Je ne détaille pas. Sur les bilans carbone, les bilans énergie à la ferme, sur l'animation des actions lorsqu'elles se déroulent. On peut venir en conseil aussi à la collectivité pour vous aider à faire les bons choix. Et puis, apporter un appui aussi sur votre mission d'ingénierie financière pour rendre ces transitions possibles. Voilà, donc je laisse la parole à Clara. Clara est basée dans le Morbihan et accompagne un des plans climat sur lequel on développe le plus notre action, et elle est conseillère énergie-climat.
Voilà, Clara, à toi. Ouais, merci Laurence. Bonjour à tous. Donc très rapidement, je vais vous présenter le contexte de cette expérimentation en cours sur le territoire de Loust à Brocéliande communauté, donc une communauté de communes entre Vannes et Ploërmel. Donc en fait, en réponse à un appel à projet ACT de l'ADEME, donc Acte pour agriculture, climat et territoire, un partenariat s'est créé en novembre 2019 entre eh bien, la communauté de communes Oust à Brocéliande communauté et la Chambre d'agriculture pour en fait expérimenter la co-construction du volet agricole du plan climat. Donc c'est un projet financé par l'ADEME et la région sur une durée de 2 ans et demi. Cette expérimentation, en fait, elle se donne pour objectif de massifier les dynamiques d'atténuation auprès des agriculteurs et agricultrices du territoire. Et donc, en fait, comment on a procédé pour atteindre cet objectif? Eh bien, en donnant la voix à tous les agriculteurs et agricultrices du territoire pour construire avec eux les actions du PCAET et se donner finalement des objectifs réalisables et qui correspondent vraiment à leurs attentes. Donc concrètement, quel outil on a utilisé? Eh bien, on a utilisé en fait un questionnaire construit sur la base de la boîte à outils PCAET que vous a présenté Laurence juste avant. Donc ce questionnaire, en fait, il s'agit d'un sondage d'analyse des pratiques et des souhaits des exploitations agricoles sur le territoire. En réponse donc à ce questionnaire qui a été envoyé à tous les agriculteurs du territoire de la communauté de communes, 203 agriculteurs et agricultrices ont répondu en fait à cette enquête, ce qui nous a permis d'avoir donc un panel d'actions jugées prioritaires par la profession agricole du territoire. Donc vous voyez sur le diaporama quelques-unes de ces actions qui ont été jugées prioritaires: la plantation de haies bocagères, le travail des cultures associées, l'introduction de nouvelles cultures, l'allongement des rotations, le travail de l'autonomie protéique, etc. Et donc, suite à ces actions donc, qui sont ressorties prioritaires, on est en train donc de préciser les besoins autour de ces thématiques avec les agriculteurs intéressés. Préciser les besoins d'une part et définir les modalités de travail à venir pour les prochaines années pour travailler précisément ces thématiques. Donc, ça prend la forme actuellement sur le territoire de rencontres thématiques, de formations, de bouts de champ, de portes ouvertes et de nouvelles actions à venir encore au cours de l'année 2021 et 2022. Et autrement, quelque chose d'intéressant à vous partager, c'est que dans le cadre de cette expérimentation, donc nous avons un comité de pilotage qui suit l'action, mais également un comité partenarial, en fait, qui est constitué d'un élu agricole par commune, qui finalement, chacun de ces élus agricoles vont enrichir la démarche, la compléter à chaque étape et être de véritables relais sur les territoires. Voilà, en tant que référent du PCAET sur leur commune. Et donc au total, aujourd'hui, avec donc toutes les actions qui sont ressorties prioritaires, nous avons déjà recontacté 70 à peu près agriculteurs et agricultrices individuellement pour leur proposer de participer eh bien, à chacune des actions qu'on propose, rencontres thématiques, formations, bout de champ, selon les souhaits qu'ils ont exprimés à travers l'enquête. Voilà, donc vous avez la possibilité de lire en ligne le livret de présentation de la démarche. Vous avez le lien qui s'affiche dans le diaporama et on va également vous mettre le lien dans le chat. Voilà, donc pour terminer cette présentation sur les PCAET, on va vous faire apparaître un petit sondage sur vos écrans pour faire un état des lieux en fait rapide sur les projets agricoles que vous seriez intéressé de porter dans le cadre du PCAET de votre PCI. Voilà, donc c'est un sondage anonyme, vous pouvez choisir plusieurs réponses à cocher. Voilà, donc on vous laisse le temps de répondre à ce sondage. Vous pouvez aussi poser vos questions sur le chat directement. Alors, je vois qu'il y a une question qui est arrivée, PCAET. Effectivement, je crois que j'ai donné la définition en tout début, mais ça veut dire plan climat, air, énergie territoriale. Donc, ce sont des démarches pour lesquelles
les collectivités de plus de 20 000 habitants des démarches dans lesquelles elles doivent rentrer depuis un petit moment maintenant. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Alors, je vais passer la main à Charlotte pendant que le sondage continue à bouger. Charlotte, est-ce que tu as reçu des questions? Pour l'instant, non, il n'y a pas d'autres questions. Donc, effectivement, peut-être qu'on peut repréciser qu'il y aura des séquences dédiées à vos questions à plusieurs reprises au cours du webinaire. Donc, n'hésitez surtout pas à poser les questions quand elles vous viennent, de manière à ce qu'on puisse avoir un échange à ce moment-là. Alors, du coup, on va aller voir le sondage. Par rapport aux projets agricoles que vous seriez intéressé de porter dans le cadre de votre territoire, eh bien, on voit que c'est des projets photovoltaïques qui arrivent en premier, une sensibilité aussi sur les projets bois énergie locaux. Ensuite, on voit pratiquement ex aequo la notion d'exploitation bas carbone. Les échanges parcellaires aussi qui permettent de gagner du temps et puis de l'énergie aussi pour se déplacer sur les parcelles. Et puis les projets de méthanisation. Voilà, donc voilà le classement de vos préoccupations et de vos envies de vous engager maintenant à l'heure qu'il est. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite sur la deuxième partie de ce webinaire, donc avec une présentation sur le sujet, justement le premier sujet qui arrive dans notre sondage, ça tombe très bien, donc c'est le sujet du photovoltaïque. Et on va tout de suite passer la parole à Régis Carluère, qui est conseiller énergie et spécialiste du photovoltaïque pour les chambres d'agriculture de Bretagne. Régis, c'est à toi. Merci Laurence. Alors, sur ce petit temps de présentation du photovoltaïque, je vous propose de vous présenter rapidement justement la valorisation possible de l'électricité photovoltaïque à la ferme. Dans un second temps, les possibilités d'accompagnement du réseau chambre sur ce sujet. Et puis un troisième temps, un exemple concret de zoom sur un PCAET en cours, Val-Île-d'Aubigné. Et puis le sujet d'actualité du moment et de demain aussi, je vous présenterai rapidement les travaux en cours sur l'agrivoltaïsme. Diapo suivante, merci. Donc, pour présenter rapidement la valorisation possible de l'électricité en exploitation agricole, il y a plusieurs schémas possibles. Donc, c'est la partie de droite. Historiquement, le photovoltaïque, depuis la fin des années 2000, était essentiellement lié à l'injection. C'est toujours le cas quand même, mais donc du coup, c'est plutôt le schéma un petit peu de gauche où on fait de la vente totale, on produit de l'électricité sur nos toits, on vend en totalité au réseau public via un acheteur, un tiers, qui est essentiellement EDF, obligation d'achat. Donc ça, c'est lié à une diversification d'activités puisque c'est de la vente. Et puis complètement à droite, vous voyez la partie autoconsommation et c'est assez récent puisqu'elle est liée forcément à la baisse des coûts de l'électricité produite à la ferme et à mettre en parallèle avec l'augmentation du coût de l'électricité achetée dont tout le monde est confronté du côté du réseau public. Donc depuis 2017 est arrivé ce qu'on appelle la parité réseau, c'est-à-dire le coût de l'électricité produite à la ferme égal, voire maintenant plus faible que celui acheté. Donc en fait, les agriculteurs s'interrogent sur le fait de produire et d'autoconsommer l'essentiel. Et au milieu, en fait, il y a une possibilité, donc ça se situe entre les deux, entre la vente totale et l'autoconsommation. Il s'agit de l'autoconsommation avec vente dessus. Et bien mettre en parallèle, donc c'est pour ça, je vous l'ai présenté aussi, c'est dans la partie de gauche, ce sont des entreprises, donc toute entreprise est liée à une obligation de résultat financier. Donc pour développer ces projets, il est important d'évaluer par des indicateurs techniques et économiques l'opportunité des projets internes à chaque exploitation, puisque toutes les exploitations, on ne peut pas dupliquer les projets d'une exploitation à l'autre. Donc voilà rapidement un petit peu pour poser, d'un point de vue technique, les possibles valorisations de l'électricité. Merci. Alors,
dans les réseaux des chambres, on peut proposer un conseil, un avis, une formation, une étude. Donc, nous sommes pour cela répartis sur tous les départements bretons. Dans le 29, Laurent Sommer, moi-même dans le 22 et le 35, et notre collègue Hervé Guimau dans le 56 et le 35. Donc, à la fois, lorsqu'un agriculteur se pose la question du photovoltaïque, ça peut être un appel au départ. Ensuite, une formation. Alors, on revient sur je suis toujours sur la diapo. Excuse-moi. Est-ce que tu peux revenir à la diapo là, encore avant, merci. Alors, à la fois sur du conseil, un avis, mais aussi sur des formations. Donc, on a accompagné cet hiver, dans les formations d'hiver, une centaine d'agriculteurs intéressés pour développer des projets à la ferme. Donc, le lien est indiqué dans le slide, peut-être que vous l'aurez aussi dans le chat, où nous proposons plusieurs types de formations à plusieurs niveaux pour que les agriculteurs portent leurs projets et que le projet se fasse le plus sereinement possible. Et on peut aussi aller plus loin en faisant un accompagnement personnalisé d'une étude de stratégie d'énergie photovoltaïque à la ferme, donc celle qui va être un peu présentée juste après, notamment dans le cadre d'un PCAET. Donc voilà, donc c'est l'exemple d'accompagnement individuel en lien avec une action PCAET Val-Île de Aubigné dans le 35. Donc ce territoire a ciblé une dizaine d'exploitations où les agriculteurs étaient intéressés pour mener une analyse énergétique sur leur site individuel. Donc, par quoi? Par déjà, en fait, une analyse des coûts énergie à la ferme, des contrats aussi, parce qu'il y a souvent des optimisations de contrats, notamment au niveau électrique, possibles pour chacun. Ensuite, une analyse des postes d'économie d'énergie, puisqu'il faut savoir qu'aussi, on peut produire, mais d'abord, on peut regarder ce qu'on peut économiser. Et puis de là, sortent des propositions, des diagnostics, une stratégie en fait pour mener un projet à la fois d'économie, mais aussi d'autoconsommation, comme on en a parlé tout à l'heure. Si l'exploitation a un profil de consommation qui permet de le faire, ce n'est pas forcément le cas pour toutes les exploitations. Mais on trouve en tout cas toujours un projet de production, puisqu'on a encore l'injection qui est possible encore aujourd'hui et même demain. Et puis à la fois, donc on peut même orienter aussi, notamment si des exploitations hors sol qui ont des gros coûts de chauffage électrique, pourquoi pas un projet de chauffage biomasse. Donc le but, c'est que l'agriculteur, en fait, au départ, il voit que, voilà, il aimerait bien se poser la question économie, production d'énergie, mais il ne sait pas trop comment avancer. Donc là, en fait, il connaît sa stratégie à mettre en place et puis avancer avec des compétences, mais aussi avec des chiffres, avec une ligne de conduite. Voilà. Et puis le sujet d'aujourd'hui, où les élus des chambres d'agriculture travaillent, c'est l'agrivoltaïsme, qui a été porté au niveau national, mais qui doit être aussi vu au niveau régional. Pourquoi? Parce que dans la définition de l'agrivoltaïsme, en fait, c'est une installation permettant de coupler une production photovoltaïque qui est secondaire, productrice d'énergie, mais secondaire, à une production agricole principale et qui doit rester principale. Et en fait, que cette production agricole reste en fait principale. Et il faut aussi viser une synergie en fait de fonctionnement et démontrable entre les deux, à la fois production d'énergie, mais en même temps, on garde une activité agronomique sur l'exploitation. Donc pour ça, c'est un sujet vaste qui doit être discuté. Donc on va orienter vers forcément une étude préalable agricole pour mesurer justement l'impact que pourraient avoir ces projets-là sur l'activité agricole. Et donc par rapport à ça, en cours de travaux aujourd'hui avec les professionnels chambres d'agriculture,
nous travaillons sur une charte de bonne conduite finalement de ce type de projet sur trois volets. Donc les volets rapidement là, sur lesquels on travaille, c'est à la fois les forces et faiblesses internes à l'exploitation de ce type de projet d'agrivoltaïsme, et en externalité à l'exploitation, les opportunités et les menaces. Donc tout ça fait l'objet de débats et aussi d'appui technique. Pour vous donner un petit peu une orientation en Bretagne, quel type de projet pourrait être visé, puisqu'au niveau national, en agrivoltaïsme, il y a plus d'une quarantaine de projets visés, mais chaque région a une agriculture différente. Donc en Bretagne, a priori, on verrait plutôt ce type de projet sur des parcours volailles, voire de l'ovin. Et derrière, en plus, l'autre partie, c'est la gouvernance des projets. C'est-à-dire que ces projets-là, qui les mène? Est-ce que c'est 100% du développeur, c'est-à-dire de l'extérieur à l'agricole, ou alors à la fois de l'agriculteur lui-même qui rentre dans le capital, ou un groupe d'agriculteurs, parce que c'est aussi le sujet, hein, le groupe, hein, du collectif. Et quand on parle de collectif, pourquoi pas mettre en place dans les territoires des SEM là-dessus, pour que finalement l'agriculteur ou le groupe d'agriculteurs retire aussi tous les bénéfices de ce projet énergie, hein, et en maintenant, bien sûr, je le rappelle, une activité économique agricole sans artificialisation des sols. Donc voilà, je crois que derrière, il y a une petite question, il me semble, aussi sondage. Oui, merci Je vous Régis. remercie d'avoir écouté, et puis je passe la main à Laurence. Merci à toi de nous avoir présenté ce panorama là sur le photovoltaïque, alors qu'on sait que le téléphone des agriculteurs sonne tous les jours pour demander de l'appui sur le photovoltaïque et que vous avez beaucoup de travail. Donc merci. Charlotte, du côté du chat, on a le temps peut-être de prendre une question. Si on ne peut pas prendre toutes les questions, moi j'invite nos intervenants à répondre peut-être aussi directement sur le chat à certaines questions. Mais là, peut-être qu'on peut en prendre une rapidement. Oui, alors toutes les questions viennent du sud de la Bretagne, mais toutes les réponses seront bonnes pour toute la région. C'est assez rigolo. C'est-à-dire qu'il y a du soleil qu'au sud, peut-être C'est assez rigolo pour les questions sur le sud. Donc, je vais commencer par celle qui est arrivée en premier, hein, Céline Baron de la communauté de communes d'Arc-Bretagne, qui s'interroge sur la possibilité des EPCI de financer ou pas tout ou partie du raccordement, savoir quelles sont les règles qui existent en la matière. Alors, effectivement, je peux y répondre. Donc, aujourd'hui, dans les projets d'injection, il y a deux feux verts ou rouges ou oranges. Le premier, c'est le réseau, la capacité du réseau à pouvoir raccorder les centrales. Et effectivement, malheureusement, aujourd'hui, un tiers des agriculteurs ne peuvent pas mener des projets en injection, malgré toute leur bonne volonté. Pourquoi? Parce que les coûts de réseau sont trop importants. Alors, il y a eu une avancée fin 2017 où Enedis a pris en charge, et c'est toujours le cas, 40% des coûts de réseau, mais reste quand même à 60% le coût de réseau à charge de l'agriculteur. Donc effectivement, c'est une difficulté aujourd'hui, hein, c'est 60% à charge de l'agriculteur. Suivant où le site est placé par rapport au transfo, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et c'est bien réglementaire, hein, ce partage de la somme. C'était aussi ça la question. Oui. Donc, je continue en t'en posant une autre. La dernière. Une qui vient du côté de Billiers. Est-ce que tu peux nous donner des repères de coûts sur le stockage des batteries? Alors, techniquement, le stockage fonctionne bien, batterie, hein, sauf que je vous ai présenté tout à l'heure, justement, à chaque fois au sein de l'exploitation du projet, il y a le volet économique qui est à regarder de très près.
Et aujourd'hui, lorsqu'on veut étudier des projets de stockage en autoconsommation, en batterie par exemple, hein, c'est ce qui est aujourd'hui le plus mûr, ça multiplie par 2 le coût de l'installation, donc multiplie par 2 aussi le coût de l'électricité produite, autoconsommée, stockée à la ferme. Donc ça ne devient plus rentable. Donc à l'heure actuelle, les projets de stockage en batterie sont exclusivement pour l'expérimentation ou pour des gens qui veulent, enfin qui savent en tout cas que le projet fera qu'on fera forcément une électricité plus chère que celle du réseau. Donc aujourd'hui, le réseau est là, donc il sert en quelque sorte de stockage. Donc lorsqu'on produit au fil du soleil, en fait, c'est ça qui nous permet de faire une électricité bas coût. Et c'est plutôt sur ce volet-là que nous sommes. Ok, merci. N'hésitez pas à recontacter Régis pour plus de réponses à d'éventuelles questions. On a lancé un petit sondage pour vous demander si l'idée de réaliser des diagnostics électriques, énergie, qui dépassent un peu l'électricité, hein, puisque ça peut nous amener à préconiser une chaufferie bois, par exemple. Hein. Voilà, si vous étiez intéressé pour développer ça auprès de groupes d'agriculteurs dans votre territoire, donc on voit déjà qu'il y a surtout un besoin d'avoir un peu plus d'informations là-dessus qui ressort. Et puis sinon, vous êtes 22% de ceux qui ont répondu à nous dire que oui, ce serait intéressant pour votre territoire. Pour avoir plus d'informations, Régis, on a quelque chose sur notre site internet qui peut être indiqué ou un exemple qui pourrait être diffusé, accessible. Oui, donc il y a donc sur ce sujet-là, notamment l'autoconsommation, dans le forum énergie-climat, on a mis en ligne, on est en train de mettre en ligne la vidéo d'enregistrement qui dure 1 heure en fait sur tout ce qui est autoconsommation. Donc on pourra vous la faire suivre, je pense, par la suite. Elle sera disponible sur la chaîne YouTube des chambres d'agriculture et vous pourrez aussi y accéder à partir de la page forum de notre site internet. Donc forum Grand Ouest Énergie Climat. Voilà. Nous allons enchaîner, merci. On va enchaîner avec le sujet de la méthanisation. Et pour nous parler de méthanisation, donc c'est Maïna Leroc qui est conseillère méthanisation à la Chambre d'agriculture, donc dans une petite équipe qui se charge d'accompagner les projets de méthanisation. Donc Maïna, tu vas nous faire le point sur les enjeux, les questions autour de la méthanisation et puis les dynamiques de développement aussi sur nos territoires. Merci Maïna. Oui, bonjour à tous. Maïna Leroc. Je suis conseillère méthanisation au sein de la Chambre d'agriculture. Et donc, je vais vous présenter en fait la méthanisation et comment elle peut être un outil de synergie territoriale. Comme vous le savez, la méthanisation a de multiples bénéfices. Et elle est également un levier pour l'agroécologie, mais elle suscite des questionnements qui sont tout à fait légitimes. Et dans ce cadre-là, en fait, il y a vraiment une nécessité d'avoir une vision partagée en fait, avec les territoires pour répondre à ces questions et également développer ces bénéfices. Donc, on se pose la question de comment mettre en musique le développement de la méthanisation sur le territoire. Donc, il ne faut pas perdre de vue que l'agriculture est engagée dans la dynamique de la filière. On a mis quelques chiffres que vous pouvez voir. Donc, en 2021, on a 153 unités de méthanisation en Bretagne. Et sur ces 153 unités, on a 130 qui sont agricoles. Quand on dit agricole, ça veut dire en fait que c'est des unités de méthanisation qui sont à la ferme ou en collectif, c'est-à-dire plusieurs exploitations agricoles qui se sont regroupées. Au niveau des entrants, pour ces unités de méthanisation en Bretagne, il y a une estimation qui a été faite par l'association Elle. Donc 70% des entrants sont des déjections animales et une autre partie concerne les végétaux agricoles
Quand on parle de végétaux agricoles, on parle de cives, donc c'est des cultures intermédiaires à volonté énergétique. On a de l'herbe, des résidus de maraîchage, etc. Vous pouvez voir que sur le graphique qu'il y a sur votre gauche, qu'il y a vraiment un dynamisme du développement de la filière depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, ce qui implique du coup un développement du maillage du réseau de distribution de gaz sur l'ensemble du territoire. Il faut bien voir que ce dynamisme est globalement lié en fait, dans le cadre aux enjeux énergétiques, hein, bien sûr, et à la loi de transition énergétique, parce que vraiment la méthanisation s'inscrit dans des objectifs et des enjeux nationaux et régionaux pour le déploiement du gaz vert. Et avec notamment un objectif du pacte biogazier breton, qui est de 10% de la consommation de gaz en Bretagne d'ici 2025. Pour ceux qui ne connaissent pas, le pacte biogazier breton est en fait un engagement des pouvoirs publics à développer le biogaz sur le territoire. Donc, ce qu'il est nécessaire sur le territoire, on voit bien qu'il est nécessaire d'avoir une approche territoriale pour l'émergence des projets qui se justifient pleinement par des objectifs communs qui sont cités. Il y en a plusieurs, notamment la valorisation du gaz vert via la mobilité avec le gaz naturel pour véhicules, ou également identifier ou valoriser les matières fermentescibles du territoire. Et dans ce cadre-là, en fait, la Chambre d'agriculture a vraiment un rôle de facilitateur et dans le sens faciliter en fait avec les auteurs de la filière. On réalise notamment des études de gisement pour quantifier les gisements méthanogènes dans le cadre des PCAET. On travaille également en partenariat avec des EPCI et des SDE. Donc, on réalise des études de faisabilité de projets de méthanisation territoriaux. Et on réalise également des réunions de sensibilisation pour mobiliser en fait les agriculteurs sur un territoire donné. On le fait dans le cadre d'un partenariat avec GRDF, mais également avec plusieurs collectivités du territoire. Et dans ce cadre-là, également, on réalise en fait des visites de sites, des visites d'exploitation, et on fait de la formation sur le sujet. Ensuite, la Chambre d'agriculture soutient l'accompagnement des projets. C'est la diapo d'avant. Ce soutien à l'accompagnement des projets se justifie également par des objectifs pour notamment faire connaître et mobiliser les différents acteurs de la filière et faire valoir en fait les retours d'expérience qu'il y a sur le territoire. Donc, dans ce cadre-là, la Chambre réalise des formations. Donc là, on en a cité quelques-unes. On a une formation pour les collectifs d'agriculteurs, c'est-à-dire que si un groupe d'agriculteurs veut se réunir pour se lancer dans un projet, on propose une formation de 4 jours avec tout ce qui est aspect économique, juridique, etc. Et on propose des formations pour des porteurs de projets qui sont beaucoup plus avancés et qui ont besoin d'aide pour se lancer dans l'exploitation de leur unité. Et là, c'est vraiment une boîte à outils et des retours d'expérience qui se passent sur 6 mois pour pouvoir bien les accompagner dans leur projet. On réalise également des dossiers d'installation classés, des agréments sanitaires et des demandes de subventions dans le cadre du plan biogaz. Et on met en relation les acteurs de la filière, comme je l'ai déjà dit. On est en étroite collaboration avec l'Association des méthaniseurs bretons. Et de par ces retours d'expérience, on réalise des visites de sites, on est en relation avec les banques également et les assurances. Un autre point qui est également très important, qui est un enjeu essentiel, c'est l'acceptabilité des projets. L'acceptabilité des projets passe
par les politiques publiques, en lien notamment avec les PCAET. Et il y a également un objectif de faciliter l'information sur des bases objectives pour notamment éviter les raccourcis. On dispose de retours d'expérience et d'études de recherche pour répondre aux questions. C'est pourquoi la Chambre a vraiment un rôle de médiation entre opposants et porteurs de projets. Il nous arrive régulièrement de faciliter les échanges de points de vue entre collectivités, élus et les porteurs de projets ou les exploitations qui sont actuellement en cours d'exploitation, dans le but de rechercher des compromis. On fait des formations spécifiques pour les élus et les conseillers techniques, afin de discuter ensemble pour pouvoir analyser en fait objectivement les incidences de la méthanisation sur un territoire et également aborder tout ce qui est module d'accessibilité des projets collectifs, voir comment implanter un projet sur un territoire donné pour qu'il soit accepté. Et on fait également, on travaille également avec l'ADEME, on réalise des dossiers dans le cadre de l'appel à projet Dialogue territorial méthanisation pour pouvoir aider les projets à se développer. Donc, ce qu'on peut rapidement conclure, c'est dire que si nous voulons développer la méthanisation sur un territoire, ça passe avant tout par une bonne collaboration avec les collectivités. Donc là, j'ai mis en fait les contacts. Nous sommes 3 actuellement en Bretagne à la Chambre d'agriculture à aborder le sujet de la méthanisation. Donc, il y a mon collègue Eve Gregorius et Marion Essenforder. Hervé est plutôt dans le 29 et Marion dans le 35. Voilà. Merci à vous. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci Maïna. On passe la main à Charlotte. Oui, alors, évidemment, il y a des questions. Tu m'as demandé, Laurence, de sélectionner la meilleure compte tenu du On temps. voudrait vous laisser vers 12h10, qu'on a pris un petit peu de retard au début pour que vous puissiez manger, donc on ne va pas pouvoir peut-être prendre toutes les questions. Voilà, donc on répondra aux autres questions hein, sans difficulté, mais je vais sélectionner du coup celle de Monsieur Eono de la commune de Baguères-Piquant, élu à la commune de Baguères-Piquant, qui pose une question sur la concurrence des terres entre méthanisation et agriculture nourricière. Les exploitations qui vont devoir produire des végétaux pour alimenter leur méthaniseur plutôt que de produire de la nourriture. Comment est-ce qu'on se situe par rapport à ça et peut-être que aussi Loïc voudra intervenir sur cette question. Alors déjà peut-être rappeler c'est vrai que j'ai pas on va dire la présentation 10 minutes c'est un peu court, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Si on reparle des chiffres, hein, on a la DREAL qui est intervenue là récemment, qui a produit des chiffres. Actuellement il faut voir que on a en fait dans les entrants total des méthaniseurs en Bretagne, pardon, on a 6% des intrants qui sont considérés comme culture principale et notamment maïs, et ça représente ces 6%, 0,1% en fait de la surface donc SAU, surface utile agricole, totale de Bretagne. Donc oui, c'est vraiment un sujet, on va dire, qui fait débat. Dans la réglementation, il est imposé à ne pas dépasser 15% de culture principale. Donc la Bretagne respecte largement cette réglementation. On voit que sur certains territoires, je sais qu'ils sont assez dynamiques, il peut y avoir cette problématique. Je sais qu'au sein de la filière, il y a un travail de fait justement pour limiter cette concurrence et dans l'objectif, bien sûr, avant tout, de traiter bien sûr des effluents d'élevage et non pas des cultures principales. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou si Loïc Guigne veut rajouter quelque chose ou Charlotte. Non, je pense que tu as répondu à la question. J'ai le droit à une autre, Laurence ou C'est un peu juste, c'est un peu juste en timing, ou alors on décide collectivement d'aller jusqu'à 12h10 très officiellement. Donc, je n'ai pas moyen de vous faire voter sur le sujet, mais
Donc, on propose une question de plus pour ne pas faire trop de frustration, mais on débordera un petit peu. Une autre question de Michel Cagnard, hein, qui est élu à Plérin, sur stockage de carbone dans le sol et culture intermédiaire à vocation énergétique. Donc, dans le cadre des PCAET, on veut préserver, augmenter le carbone stocké dans le sol. Est-ce que c'est compatible ou pas avec la question des cives, avec une question spécifique du coup sur quid quand on retourne une prairie pour implanter en fait une rotation dans laquelle on aura une interculture de type cive. Question beaucoup plus technique. Hein. Oui, alors c'est vrai qu'à la Chambre, on défend ça dans le sens, le but n'est pas de retourner une prairie pour implanter des cives. Hein. L'objectif, c'est bien de garder les prairies et de pouvoir développer les cives sur d'autres terres qui le permettent. Dans le cas où ça l'est fait au niveau du stockage carbone, il faut voir également techniquement la cive, ce qu'on récupère, c'est la partie haute. Et il y a tout le système racinaire qui est laissé dans le sol. Et on voit des études donc, qui pourraient vous être communiquées, en fait, que de par déjà l'épandage de digesta, mais également le fait de laisser ce système racinaire dans le sol, on voit que le bilan carbone reste le même et qu'il n'y a pas d'impact, on pourrait dire, négatif sur le fait d'implanter des cives sur un territoire. C'est plutôt, on va dire, une nouvelle gestion des assolements plutôt qu'un impact négatif sur les territoires. Voilà, merci Maïna. Je vais rajouter un petit lien vidéo dans le chat sur cette question-là. Oui, pour creuser la question. Merci beaucoup. On va continuer sur les questions de stockage de carbone avec comment faire de nos territoires des territoires meilleurs, plus stockants sur le carbone. Donc, en fait, quelques précisions sur comment l'agriculture gère, stocke du carbone. Donc, le carbone qu'on va retrouver dans les terres agricoles va dépendre en fait de la gestion de la fertilisation, notamment la fertilisation organique. Les retours de matière organique au sol liés à l'élevage permettent de maintenir ces taux de carbone. Ça va dépendre aussi de la gestion des intercultures. On vient de l'évoquer avec l'utilisation de cives, par exemple. Et puis aussi de la gestion des résidus de culture. Effectivement, quand on a des résidus de culture qui retournent au sol, c'est un plus pour la matière organique. On pourrait développer plus, mais c'est une approche très rapide de la matière organique dans les sols. Ensuite, effectivement, on retrouve les sols des prairies qui sont naturellement riches en carbone, de par le développement racinaire des prairies, la présence des animaux. Voilà. Ensuite, on retrouve aussi du carbone dans les haies bocagères. Et au niveau des haies bocagères, même chose. À proximité d'une haie bocagère, on a un enrichissement du sol en carbone et en matière organique. On a aussi cet apport racinaire, des racines qui restent dans le sol. Et puis, on a le carbone qui est stocké dans la biomasse aérienne, qui peut rester sur place ou être récolté régulièrement. Tous les autres arbres de l'exploitation agricole vont contribuer aussi au stockage de carbone, notamment avec le développement actuel de l'agroforesterie, donc des alignements d'arbres en plein champ, avec la plantation de vergers, ou aussi on rencontre souvent des bosquets ou des petites parcelles forestières sur les exploitations agricoles. Et le dernier point aussi de stockage de carbone, mais là on n'est pas les seuls à être concernés, les collectivités le sont aussi, c'est éventuellement dans des choix de construction qui vont utiliser du bois qui du coup sera stocké dans le bâtiment pour plusieurs dizaines d'années. Voilà, on va avancer. Alors, en agriculture, nous réalisons des bilans carbone. Qu'est-ce que c'est qu'un bilan carbone? En fait, c'est un bilan qui permet de mesurer d'une part les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, donc le gaz carbonique,
le protoxyde d'azote et le méthane, CH4, qui sont les 3 gaz à effet de serre que l'on rencontre au niveau des émissions par l'agriculture. Le bilan carbone, il va aussi mesurer justement ce stockage de carbone annuel et va permettre de faire la balance pour trouver en fait les émissions nettes, qui sont des émissions brutes de gaz à effet de serre, moins le stockage de carbone. Alors, quand on compare le secteur agricole à d'autres secteurs d'activité comme le transport ou l'industrie, généralement, on le compare que sur le critère émissions brutes. On ne déduit pas le stockage de carbone qui est dans un autre compteur en fait au niveau de la comptabilité carbone officielle. Voilà. Donc, c'est peut-être à relativiser aussi en prenant en compte le stockage de carbone par l'agriculture. Ce stockage de carbone ne compense pas complètement, bien sûr, les émissions de carbone de l'agriculture, mais il y contribue. Quand on réalise un bilan carbone sur une exploitation agricole, en fait, il est suivi d'un plan d'action où on engage l'agriculteur sur un certain nombre de leviers qui peuvent être sur l'alimentation du troupeau, la gestion des prairies, le développement du maillage bocager, l'agroforesterie. Enfin voilà, il existe de nombreux leviers qui permettent d'améliorer le bilan carbone. Actuellement, on a une nouvelle dynamique sur le développement des bilans carbone, notamment dans le cadre du plan de relance, puisque le gouvernement a inscrit la démarche Bon Bilan Carbone dans ce plan de relance, donnant donc un nouvel accès auprès des jeunes installés en agriculture à la réalisation de ce bilan carbone et d'un plan d'action suivi ensuite sur l'exploitation agricole. Voilà, donc c'est une démarche qui va se mettre en place courant avril. Ensuite, quelque chose qui est nouveau aussi dans le paysage quand on parle de carbone, c'est les labels bas carbone. Les labels bas carbone, c'est quelque chose qui a été lancé en 2019 par le gouvernement, qui permet en fait à des entreprises, des collectivités ou même des particuliers de compenser volontairement leurs émissions de carbone en finançant des actions auprès des agriculteurs ou d'autres acteurs, mais là, ce sont les agriculteurs qui nous intéressent. Donc, en finançant auprès des agriculteurs des actions de réduction d'émissions de gaz à effet de serre ou de stockage du carbone. Donc ça, c'est nouveau. Le premier label bas carbone qui est sorti est un label qui s'appelle Carbone Agri. Donc, il concerne l'amélioration du bilan carbone de l'élevage laitier. Donc, voilà, il se développe maintenant aussi sur d'autres types d'élevage. Et puis, depuis fin 2020, nous avons d'autres labels disponibles. Donc, le label bas carbone E, qu'on connaît aussi sous le nom de carbocage, qui permet de compter le carbone stocké par les bocagères. Et puis, un label bas carbone aussi sur la plantation de vergers. Alors, d'autres méthodes permettant d'accéder à la compensation carbone volontaire certifiée sont en cours de préparation. Prochainement sur l'agroforesterie, il va être intégré au label bas carbone haie, toutes les plantations agroforestières. On a aussi des méthodes qui vont apparaître sur les grandes cultures et sur la méthanisation. Voilà. Il existe aussi des méthodes label bas carbone en forêt depuis un peu plus longtemps. Donc, dans certains secteurs, des agriculteurs y accèdent aussi. Donc, en Bretagne, ces dossiers label bas carbone seront gérés sur le plan administratif par les DREAL et au niveau agricole, donc, ils seront accompagnés par une association qui s'appelle Allium, qui mettra donc en relation les agriculteurs et les acheteurs de ces tonnes de carbone en fait, qui seront stockées. Voilà. Donc, on va continuer en faisant un focus en fait sur la filière bois et énergie. Donc, c'est Samuel Leport, qui est conseiller agroforestier à la Chambre d'agriculture, qui va prendre le relais et vous faire un zoom sur ce qui se passe sur les filières bois. Donc, Samuel, on n'a plus trop de temps à perdre. Il faut qu'on aille vite dans la thématique. Je te passe tout de suite la main. Il y aura un petit sondage aussi en cours de présentation sur d'éventuels projets sur vos territoires sur cette filière-là. Samuel, à toi. D'accord, merci Laurence. Bonjour à tous. Voilà, on a voulu faire le lien entre effectivement stockage carbone et filière bois-énergie. En effet, le bois est quand même la première énergie renouvelable utilisée en Bretagne et qui se substitue aux énergies fossiles. Et d'autre part aussi, la mise en place de filières bois-énergie permet de restocker aussi le carbone en adoptant des principes de gestion durable des haies. On parle effectivement
lorsqu'on parle de production de bois énergie en milieu agricole, hein, on parle de bois bûche, mais aussi on parle de bois déchiqueté. Donc avec une adoption aussi de pratiques de bonne gestion durable. Ça peut concerner les haies, mais aussi les forêts. Et à travers des démarches de labellisation, Laurence en a cité une, hein, le label bas carbone, hein, qui est également en lien avec un autre label qui s'appelle le label haie, qui garantit aussi la bonne gestion durable des haies. Juste quelques éléments de contexte, hein, sur la diapo d'avant. Voilà. Ça, c'est donc tiré du dernier bilan du plan Bois Énergie Bretagne, hein, qui montre bien un intérêt des collectivités à monter des réseaux de chaleur, enfin, ou des chaufferies à destination d'établissements publics, hein, notamment, vous voyez sur le camembert la répartition des différents types d'établissements qui peuvent se chauffer au bois. Donc aujourd'hui, on est à peu près sur un total de 255 installations de chaudières bois, alors que ce soit en réseau de chaleur avec vente qui dessert plusieurs établissements publics, ou des chaufferies qui sont destinées à chauffer tel ou tel type de bâtiment. Ça va donc de la mairie à la piscine, hein, en passant par des cliniques, des EHPAD, hein, ou centres hospitaliers. Alors, il faut savoir, hein, sur ces réseaux de chaleur ou chaufferies en collectivité, on est sur des petites et moyennes puissances, puisque ça va sur des consommations qui va de 50 à 3000 tonnes de bois par an. Donc aujourd'hui, le secteur collectif, hein, hors cogénération, représente une consommation de 228 000 tonnes de bois consommées, hein. Ça représente à peu près un peu moins de la moitié de la consommation globale, hein, sur la Bretagne. Et ça permet donc aussi d'éviter 128 000 tonnes, hein, de tonnes équivalent CO2 par an. Donc c'est pour ça l'intérêt aussi de ces filières, c'est bien donc d'être sur une énergie qui est renouvelable et d'éviter aussi de par sa substitution à l'énergie fossile, d'éviter aussi des émissions de carbone, hein, supplémentaires. Vous pouvez avoir donc sur le site d'ailleurs du plan Bois Énergie Bretagne, je précise, qui est piloté par deux associations, l'association AILE et Abibois. Vous pouvez voir sur le site, hein, donc la localisation des différentes installations, hein, donc avec quelques précisions aussi sur ces installations, hein, avec le détail des consommations et des investissements. Alors, donc les intérêts aussi d'une filière bois énergie territorialisée, hein, c'est bien une mise en réseau des acteurs locaux, puisque ça implique donc des producteurs, hein, donc agriculteurs, propriétaires forestiers. On a également aussi des sources d'approvisionnement de par les scieries, hein, tout ce qui est connexe de scieries, ou ça peut être également les collectivités dans le cadre de valorisation aussi des fractions ligneuses des déchets verts. Donc c'est bien une mise en réseau aussi de l'amont, et puis vers en collaboration bien entendu avec l'aval, hein, c'est-à-dire les utilisateurs que sont les collectivités via l'installation de chaufferies pour des bâtiments publics. Donc on se base aussi sur l'implication des entreprises du territoire. On fait le maximum aussi pour travailler avec des transporteurs locaux, des entreprises de travaux agricoles ou travaux forestiers, CUMA, pour justement arriver à la production d'un produit de qualité. Bon, là, on va parler exclusivement de bois déchiqueté, hein, dans cette présentation. On est dans un fonctionnement aussi en circuit court, hein, puisque on essaie au maximum d'utiliser de la ressource le plus localement possible pour pouvoir approvisionner donc les chaufferies sur les territoires, en impliquant les agriculteurs le plus proche possible du lieu de livraison. On est bien entendu sur la mise en place d'une économie circulaire, hein. Je ne vais pas y revenir, mais j'en ai parlé précédemment, hein, sur la valorisation aussi ça peut être des fractions ligneuses et déchets verts, mais aussi tout ce qui est bois issu de l'entretien des bords de route. Bien entendu, l'impact aussi de ces filières, c'est un impact positif aussi sur les émissions de CO2.
Ces filières aussi permettent donc de garantir une gestion durable de la ressource, hein, parce que quand on installe une chaudière bois sur un territoire, c'est effectivement de mettre en corrélation les besoins avec la ressource locale. L'objectif, c'est de ne pas de déboiser ou de mal gérer les haies en faisant des coupes rases, hein. On est plutôt sur une gestion durable de la ressource, hein, et qui est en lien d'ailleurs avec les programmes existants portés par la région Bretagne, qui est Bresse-Bocage, hein. Donc en Bretagne, il y a quand même 88% de la surface de la région qui est couverte par le programme Bresse-Bocage. Vous êtes aussi impliqué dans ces programmes, hein. Et bien entendu, cette gestion durable passe par ces démarches de labellisation, hein. Donc le label haie, je ne vais pas préciser, mais qui a été porté par l'AFAC, hein, qui est l'Association française de l'arbre champêtre agroforesterie, et notamment par les différentes structurations de différentes filières bois énergie territorialisées, pour pouvoir garantir aussi la bonne gestion durable des haies, et par le label bas carbone, qui est également un levier intéressant pour les agriculteurs, hein, pour valoriser aussi le carbone additionnel, qui est en lien aussi avec cette gestion durable. Également, donc, ces filières territorialisées, hein, peuvent répondre aux enjeux énergétiques et climatiques en lien également avec les PCAET. Vous avez sur votre territoire une ressource en bois qui est peu ou est mal utilisée. Donc, ça peut être une opportunité pour chaque territoire de mieux valoriser le bois, donc chez les agriculteurs en particulier. Voilà. Donc, les types de structuration aujourd'hui en Bretagne, on est majoritairement structuré en statut SIC, hein, donc Société coopérative d'intérêt collectif. Vous voyez sur cette carte-là la couverture des différentes structures. On a encore des zones blanches, hein, mais on est dans l'optique de ne pas inventer de nouvelles structures, mais de s'appuyer sur les structures existantes, hein. Donc, on a des valeurs partagées d'ailleurs, hein, en tant que coopérative. C'est-à-dire que dans chaque SIC, on retrouve les différents maillons de la chaîne de la filière. Ça va donc du producteur jusqu'aux collectivités qui peuvent être sociétaires de la SIC et décisionnaires dans les stratégies de développement de la structure. Bien entendu, on prône les valeurs de gestion durable, hein, de la ressource, avec une traçabilité, une garantie des contrôles en termes sur les exploitations qui sont réalisées. On a un réseau de compétences aussi et surtout d'expérience, hein, sur lequel vous pouvez vous appuyer lors de montage d'une filière ou lors d'une réflexion autour d'un projet de chaufferie bois. Et également, donc, on est une société coopérative transparente aussi pour un commerce équitable, hein. Bien évidemment, c'est de produire du bois en lui apportant une valeur économique, hein. Il y a aussi l'entrée économique qui est important aussi pour les agriculteurs lorsqu'ils s'impliquent dans ce type de filière. Bien évidemment, hein, c'est de générer aussi un revenu supplémentaire sur les exploitations. Alors, dernière diapositive, c'était simplement pour vous indiquer comment la Chambre peut vous accompagner dans vos projets de filière, hein. Donc, on participe au montage de filières, hein, ça peut être de micro-filières à l'échelle d'une commune ou d'une communauté de communes, hein, donc en s'appuyant sur nos structures SIC. Donc, c'est l'exemple notamment sur le pays de Pontivy, hein, avec la SIC Argoat Bois Énergie qui s'est montée en 2013. On fait des études donc sur les ressources disponibles également. On travaille en lien avec les conseillers en énergie partagée et puis les chargés PCAET des territoires. Et également, on est là, bien entendu, pour mobiliser, sensibiliser les agriculteurs, hein, sur la réalisation notamment de plans de gestion durable des haies, donc sur 15 ans, qui permettent de quantifier aussi la ressource en bois sur les exploitations. Les modes de stockage, hein, puisqu'il est important aussi de stocker le bois pour pouvoir le sécher naturellement, et puis d'arriver à une maîtrise des coûts pour la collectivité, mais aussi pour l'agriculteur. Voilà, donc aujourd'hui, la SIC Argoat Bois Énergie que j'anime sur le Morbihan s'est développée tout d'abord sur le pays de Pontivy, et on a bien entendu l'objectif de développer notre filière à l'ensemble du
du département, en collaboration notamment aussi avec des collectivités qui travaillent en régie, hein, notamment sur l'Orient Agglo et ACTA. Donc voilà, donc on a un objectif de développement, bien évidemment. Aujourd'hui, on commercialise 2500 tonnes donc de bois déchiqueté à destination d'une vingtaine de chaufferies. Voilà. Merci Samuel pour cette présentation. Donc, avant éventuellement de déborder un petit peu pour une question, vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction. Le lien sera sur le chat. Et dans ce questionnaire de satisfaction, donc, il y a la fameuse question sur le bois à laquelle vous pourrez répondre. Voilà, merci. Charlotte, peut-être une question. Je suis désolée, on est vraiment au bout de notre timing. Une courte, simple. Alors, simple et courte, désolée, hein, je ne vais pas réussir, mais en fait, il y a une question assez précise hein, sur le lien entre les techniques de travail du sol, le labour, et la question du carbone, en fait, hein, dans le sol. Donc, je la pose de façon un petit peu plus simple que telle qu'elle est libellée. Hein, je m'en excuse pour son auteur, mais voilà, est-ce qu'on a aujourd'hui des idées assez précises sur ce levier-là? Alors, c'est un sujet très complexe, on pourrait en parler longtemps. Donc, pour faire rapidement, en fait, les messages que l'on porte, c'est qu'effectivement, il y a un lien, d'autant plus que les techniques culturales simplifiées permettent de faire moins de passages de tracteurs sur la parcelle. Donc, effectivement, on a un lien avec la consommation de carburant. Après, sur la question du carbone du sol, c'est assez complexe. Les études peuvent montrer qu'il n'y a pas de lien, mais par contre, ce qu'on constate, c'est que les agriculteurs qui adoptent ces techniques culturales sans labour, généralement adoptent aussi des pratiques qui permettent plus de retour au sol de matière organique. Et donc, dans ce cas-là, ils peuvent aussi améliorer le carbone du sol, mais c'est plutôt un lien indirect. Voilà, donc une réponse rapide à la question. Donc, pour terminer, eh bien, par rapport à l'accompagnement des chambres d'agriculture pour les collectivités locales, on peut vous tenir informé. Nous éditons une newsletter trimestrielle. La dernière date du 11 mars, avec voilà, de l'actualité, la réglementation, des témoignages, des partages d'expériences. Donc, vous pouvez recevoir cette newsletter. Et à partir du mois d'avril, nous aurons aussi un site web dédié aux collectivités pour vous amener les informations les plus pertinentes par rapport aux questions des territoires. Les chambres d'agriculture, nous sommes aussi impliqués sur les territoires, puisque nous avons 25 antennes qui nous permettent d'être à proximité des agriculteurs et aussi des collectivités locales. 27 élus référents aussi qui portent les questions de leur territoire dans les chambres d'agriculture. Et donc, vous avez aussi sur le diaporama les liens avec les contacts vers l'ensemble de ces antennes et des chargés d'animation territoriaux qui peuvent répondre en premier lieu à vos questions. Dans nos propositions, on vous propose une visite le 10 juin à Auray de notre station expérimentale maraîchère. Voilà, ça rejoint des questions de réussite pour des projets d'alimentation locale. Donc, on va parler de ça dans ces portes ouvertes et donc on vous invite à vous y joindre. On donne aussi un rendez-vous aux collectivités au SPACE pour une journée territoire spéciale pour les territoires qui sera programmée pour l'instant soit le 15, soit le 16 septembre. Voilà, donc dernier mot, le dernier rendez-vous de ces webinaires est le mardi prochain, le 30 mars à 11 h, où le thème sera le foncier et l'urbanisme. Je vois que Loïc a réussi de nous joindre, donc je lui laisse complètement la parole pour finir par un mot de conclusion ce webinaire. Merci encore à tous pour votre participation. Tu as juste dit ce qu'il fallait à la fin, notre relation avec les collectivités à travers nos CAT, hein, qui sont un vrai relais, et nos élus. Je voudrais juste quand même finir par dire que tout ce qu'on vous a présenté ce matin, c'est aussi le signe que l'agriculture se préoccupe de son avenir, en étant une agriculture nourricière, comme je l'ai dit en début de webinaire, mais aussi une agriculture capable de s'ouvrir sur d'autres productions.
Et je dirais que pour être un peu dans le temps long et réfléchir à l'avenir, nous, Chambre d'agriculture, on est en train de conduire une prospective. Hein. On a initié une démarche qui s'appelle l'agriculture bretonne 2040. Hein. C'est une démarche de réflexion pour essayer de nous permettre de nous projeter, de s'impliquer dans les transitions et encore de plus s'impliquer dans les transitions et les évolutions annoncées et les évolutions possibles pour l'agriculture. Hein. C'est bien ça l'enjeu. Pour être en capacité d'identifier des trajectoires pour les entreprises et l'agroalimentaire, d'adapter les accompagnements divers et variés, se positionner aussi et de réfléchir sur des politiques publiques, hein, parce que ça, c'est important. Et donc, tout simplement, pour finir, de construire une stratégie pour l'agriculture bretonne. Voilà, j'en dirai pas plus, il est temps de finir. Donc, merci à toutes et à tous d'être venus assez nombreux ce matin pour échanger avec nous. Et puis, je crois que de toute façon, les échanges peuvent continuer à travers nos outils informatiques. Voilà, merci aussi aux équipes. Merci à tous. Au revoir.